Donc ici, on expose des appareils instruments liés à la musique mécanique. Sur cette première partie, on est en 1850. Et il faut savoir qu'à cette époque, hormis le fait de savoir jouer d'un instrument, sinon le seul moyen d'écouter de la musique, c'était les systèmes de boîte à musique. De ce fait, ils en mettaient partout. Dans tous les objets du quotidien, on trouvait des systèmes de boîte à musique. Aussi bien dans le dessous de plat musical, où c'est une pièce encore assez commune, avec le timbre pour appeler la servante, que dans les shops de bière. Tout, absolument tout, tout était musical. Ici, une pièce unique, une théière, donc musicale aussi. On fait son thé, on boit son thé en musique. Il faut savoir que ce n'est pas des objets de décoration, c'est des objets dont ils se servaient tous les jours. Elle est culottée et a servi de nombreuses fois. Tous les réveils, etc. Ici, les gens qui étaient un petit peu aisés mettaient ça au milieu de la table quand ils avaient des invités et ça leur permettait d'offrir un cigare en musique. Donc c'est une pièce quand même assez exceptionnelle en émaux de Longwy. Une autre pièce exceptionnelle fabriquée par un Français, inventée par un Français en 1880, Monsieur Bontemps, les oiseaux siffleurs. Un ressort, un seul ressort, qui va faire bouger les oiseaux à droite à gauche, la queue, le bec, il tourne. Après, le ressort actionne des soufflets tout autour, fabrique de l'air, envoie l'air dans une réserve, et de là part sur une flûte à piston pour faire le chant, qui bien sûr est synchronisé au mouvement du bec des oiseaux par un système de cam. Donc de partout, les coupes, les shops, enfin tout. Une boîte, un système de boîte à musique, ça fonctionne toujours de la même façon. Un cylindre, un peigne, un ressort, un régulateur de vitesse. On a toujours ces 4 éléments, quelle que soit la boîte, quel que soit le système. Après, ce qui va changer, c'est la gamme, le nombre de notes, le nombre d'air, etc. Mais le principe reste toujours le même. Donc que ce soit dans les petites, moyennes boîtes ou dans les très grosses boîtes, comme la boîte orchestre ici. Alors une boîte comme celle-ci, c'est ce qui remplaçait la chaîne hi-fi dans le salon. Il y a 8 airs sur le cylindre. Boîte orchestre parce que derrière on a le système de percussion. Tambour, timbre, castagnette. Donc, avec cette boîte, ils pouvaient écouter soit les 8 airs les uns après les autres, soit en sélectionner un et n'écouter que celui-là avec une fonction répète. Le problème, c'est que le cylindre n'est pas interchangeable. Donc au bout d'un certain laps de temps, on pouvait se lasser d'écouter toujours les mêmes airs. Donc là, il fallait changer la boîte complètement. Et une boîte comme ça, à l'époque, coûtait, c'était l'équivalent de 10 ans de salaire d'un ouvrier. C'était vraiment réservé à la très très haute bourgeoisie. C'est pourquoi un Suisse a inventé ces disques. Alors c'est ni plus ni moins qu'un cylindre de boîte à musique qu'on aurait écrasé, puisque derrière on a les picots. Sous le disque des étoiles, et quand l'étoile rencontre un picot, elle va venir actionner, faire vibrer les dents du peigne de la boîte à musique. Et ça leur permettait, comme nous, d'avoir plein de musiques différentes. Là, ils écoutent un disque, ils l'enlèvent, ils en mettent un autre. Ça prend quelques secondes et on a changé d'air.
Ça, c'était le modèle destiné aux particuliers. Et celui-ci, même principe de fonctionnement, mais qu'on trouvait dans les gares. Très souvent dans les gares, les lieux recevant du public. Donc, des disques plus importants, beaucoup plus de lames, ce qui nous permettait d'avoir ça leur permettait d'écrire toutes sortes de mélodies. Donc, il était équipé d'un monnayeur. Donc les gens mettaient une pièce de monnaie, et une pièce de monnaie faisait un tour de disque. C'est l'ancêtre du jukebox, tout simplement. Donc tous ces appareils étaient quand même réservés à une élite, vraiment la bourgeoisie, les gens qui avaient les moyens. À partir d'ici, à peu près la même époque, mais on change de principe. Là, on va utiliser de l'air, comme sur les orgues. Donc le principe est simple, en tournant la manivelle, plus de ressort. On fait de l'air, avec les soufflets sur le côté. On envoie l'air dans une réserve ici, avec un ressort taré. En même temps, on entraîne les deux roues qui à leur tour vont entraîner le disque et le disque en passant sur les picots va venir ouvrir ou fermer les soupapes, tout simplement. C'est un principe similaire à celui de l'orgue. On le trouvait notamment sur l'Ariston qui s'est fabriqué et vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Tout le monde pouvait avoir un Ariston. C'était vraiment à la portée de toutes les bourses. Je vais me mettre de l'autre côté. Alors ça, c'est des systèmes de hanches, bien sûr. Le modèle pour les parents, le modèle pour les enfants. Le MP3 de l'époque. Ici, une pièce unique au monde. Il faut savoir que c'est interdit de chanter dans la rue, de faire de la musique, même à l'époque sans autorisation. Donc un Belge a inventé cet appareil. Et il se promenait avec sa réserve de disques, son micro de l'époque et l'appareil. Ici, on est sur l'origine des orgues. Tout a commencé par là. Alors, la musique mécanique est un ensemble de choses dont les orgues font partie. Et là, le début, c'est 1750. C'est là où sont apparus les premiers orgues. La serinette, la merline. Au départ, ils s'en servaient pour apprendre à chanter aux oiseaux. D'où le nom, une serinette. Avec des petites flûtes, en étain. Sur les cylindres, ils piquetaient les airs qu'ils aimaient bien. Et ils jouaient. Les oiseaux, à force d'entendre l'air, finissaient par le mémoriser. Et ils le répétaient. D'où le terme seriner au jour d'aujourd'hui. Avant 1850, tous les orgues étaient à cylindre piqueté. Un cylindre comme ça, c'est un an de travail. Il y a 10 airs dessus, c'est vraiment titanesque. On a le chant, le contre-chant et on va jusqu'au 7e d'accord. Donc on retrouvait toutes sortes d'appareils à cylindre, dont celui-ci, un orgue tchèque. Alors c'est des appareils très très simples parce qu'ils étaient destinés à être vendus aux bohémiens. Les bohémiens n'étaient pas très riches, donc il fallait faire simple. Et ils se baladaient à travers le pays avec l'instrument, le singe et parfois le montreur d'ours. Ici, un autre orgue à cylindre piqueté, un orgue américain, un concert roller organe. Celui-ci est très particulier. Le cylindre est petit, un tour c'est vite fait. Donc ils ont trouvé une astuce. Ils tournent et en même temps qu'ils tournent, ils se déplacent latéralement. Seulement 1850. Arriver à faire la rotation, le déplacement latéral avec les outils qu'ils avaient, c'est une prouesse d'ingénierie.
c'est terminé, il revient à zéro. Là, soit on recommence, soit on change de cylindre. Après 1850, un Lyonnais s'est inspiré du système de lecture des métiers jacquard pour l'adapter aux orgues. Et c'est de là que sont apparus les premiers rouleaux papier, les premiers cartons perforés. Donc, les Américains, les Allemands utilisent des rouleaux papier, les Français, les Belges, les Hollandais, des cartons. Mais le système reste le même. C'est juste le support qui diffère. On voit bien une manivelle qui va actionner les soufflets fabriqués de l'air, entraînant le papier qui passe sur la flûte de Pan, et on va dévier l'air vers les hanches ici. Donc, le Celestina, premier orgue américain à rouleau papier. Avec bien sûr sur tous ces appareils la sourdine, le réglage du volume sonore. Ici, même principe de fonctionnement, avec un format de papier différent. Ici, les orgues français. Thibauville, premier orgue français à carton perforé, fabriqué dans les Vosges. C'est, j'allais dire presque numérique, c'est de la lecture, c'est binaire, avec deux informations, 1 et 0. On laisse passer le son ou non. Alors c'est des orgues peu puissants faits pour chanter. Ici, un bougon. Alors la plupart des orgues qu'on voit dehors sont des orgues à 27, 29 touches, notes, pardon. Celui-ci en a 42, ça veut dire qu'on a une gamme chromatique complète. Et de ce fait, on peut absolument tout faire avec cet instrument. Aussi bien du jazz que de la variété, du classique, on n'a absolument pas de limite. C'est vraiment un orgue exceptionnel. Bon, bien sûr, il est contemporain. Son facteur existe encore. Il continue à faire des instruments. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur facteur en France. Ici, un petit orgue anglais. Alors, c'est des orgues très particuliers. 14 notes. Donc, par rapport à celui-ci qui en a 42. Très peu de puissance. Mais il servait avant tout à chanter. Donc, il fallait vraiment peu de puissance. De manière à ce que les gens qui gagnaient leur vie en chantant, à la fin de la journée, soient pas trop épuisés. Oui, c'est vraiment très léger. Les Allemands, eux, c'est différent. Les Allemands, ils chantent pas. Ils font beaucoup d'animations, de fêtes, mais chanter, c'est pas leur truc. Donc, ils ont mis un petit peu plus de puissance dans leurs instruments. Comme celui-ci, qui est de 1890, à hanche également. Ici, encore des Allemands, Raffin, double hanche. Et alors, la maison Raffin existe encore, et au jour d'aujourd'hui, à travers le monde, ils sont considérés comme les meilleurs. C'est des instruments absolument
zéro défaut. Ici un autre affin à flûte. Et enfin celui-ci, Bausiga Lupo. Là, on se promène dans la rue, on l'entend, on n'a pas besoin de le voir. On sait que c'est lui juste par sa tonalité. Des doubles basses pour le coffre, les piccolos pour les aigus, mais là c'est vraiment un orgue exceptionnel. Et enfin ici, un petit piano mécanique. Alors, aucun rapport avec l'orgue bien sûr, mais ça reste de la musique mécanique. Un cylindre piqueté, c'est espagnol, donc un cadre de piano, des marteaux bien sûr, un triangle et des castagnettes. On trouvait ça à l'époque, dans les années 20-30, dans les lieux recevant du public, les bars, les restaurants, et celui-ci provient d'une maison close. Il trônait sur le comptoir. Alors c'est très très particulier, c'est le piano bastringue, un petit peu les airs qu'on a pu entendre dans les musiques de western. Ça a son charme aussi. Et enfin celui-ci, pièce unique également, c'est un orgue de salon à la base. Donc il a été commandé par Napoléon III en personne, c'était son orgue. Quand je l'ai récupéré, on avait encore le bon de commande, la facture avec sa signature, son sceau. Il en a fait un cadeau à un de ses amis. Il a fait plusieurs fois le tour du monde sur des bateaux négriers. À une époque, il ramenait les esclaves chez eux. Le capitaine faisait monter un esclave pour tourner la manivelle. Alors c'est très particulier, c'est des quadrilles, des airs d'époque, c'est des flûtes en étain, donc le son, voilà. Mais c'est d'époque, pardon. Voilà. Eh ben, merci pour cette présentation d'exposition. Merci vous beaucoup. Vous pouvez la retrouver donc à la Cité de la Musique aujourd'hui même, donc le 6 juin 2018. Merci encore. Merci.